Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire, les 8 clés d'une santé optimale pour une vie harmonieuse. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Céline Dejean et en tant que brève introduction, donc j'ai commencé mon activité il y a 6 ans en tant qu'hypnothérapeute. J'ai développé d'autres outils avec le breathwork holotropique, puis le yoga Kundalini et j'ai entrepris il y a 2 ans un voyage en Asie tout particulièrement, dans différents pays, entre la Thaïlande, Bali, les Philippines et le Sri Lanka, avec une quête d'aller découvrir d'autres pratiques et d'autres savoirs davantage traditionnels et ancestraux, puisque en Asie, on peut trouver des origines quand même assez présentes dans la culture ou même dans leur approche médicinale intéressante. Selon moi, la médecine de demain, c'est un peu le pont entre ce qui est déjà en place depuis parfois des millénaires, comme dans la médecine ayurvédique par exemple, donc l'approche plus traditionnelle et ancestrale de certains pays orientaux, je dirais, et l'approche occidentale avec des thérapies plus modernes qui se multiplient de plus en plus entre la sophrologie, l'hypnose, le breathwork, voilà, tout un tas d'outils. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une vision vraiment globale. Donc, je reviens après ces 2 ans avec un nouveau label, je dirais, d'être vraiment plus dans cette vision holistique. Donc, en tant que thérapeute et coach holistique, donc pour que tout le monde puisse avoir la terminologie, holistique vient de holos, qui signifie global. Donc, on va prendre la globalité de l'être en considération, c'est-à-dire son bien-être physique, son bien-être mental, son bien-être émotionnel et aussi l'aspect énergétique. Donc quand je parle de l'énergétique, c'est plus l'aspect spirituel au sens spirit dans l'étymologie qui est le souffle de vie, qui est aussi le souffle, la respiration. Donc comme avait dit un moine bouddhiste en Thaïlande, si tu veux être heureuse toute ta vie, respire. Quelque chose d'aussi simple que cela qui est pourtant essentiel, puisque la respiration, c'est la base de tout. On arrive sur Terre avec ce premier souffle et on quittera la Terre dans un dernier souffle, dans une dernière expiration. Et dans cette entre-respiration, je dirais, on va avoir la vie qui se déroule. Et c'est intéressant d'observer la respiration comme étant un système autonome. On n'a pas besoin d'y réfléchir pour que cela se produise. Mais lorsqu'on remet notre conscience sur la respiration, on peut faire des choses merveilleuses. Et on peut reprendre le pouvoir sur notre émotionnel, sur notre système nerveux. On peut venir calmer notre métabolisme, tout un tas de choses qui fait que la respiration va être au cœur, au centre de beaucoup de pratiques d'ailleurs, et on devrait redevenir plus souvent conscient, on devrait prendre ce temps pour respirer à nouveau, tout simplement. Donc aujourd'hui, mon approche, elle devient de plus en plus holistique et en dehors de ces 4 piliers, comme je dirais, de l'approche physique, mentale, émotionnelle et énergétique, au cours de mon voyage, surtout ces derniers mois en me connectant à l'approche ayurvédique au Sri Lanka, ces 3 derniers mois, donc je reviens à peine il y a une semaine. L'approche ayurvédique nous rajoute 2 piliers fondamentaux qui sont le bien-être social, trouver sa place dans la société, et également l'aspect de la réalisation professionnelle via l'abondance financière et la prospérité. Et je pense que on peut observer un premier déséquilibre via l'aspect financier de certaines personnes qui vont être dans cette quête dans nos sociétés occidentales, en quête de réussite, en quête de carrière et de réalisation personnelle via la profession, où on va peut-être parfois tomber dans l'extrême de se réaliser financièrement, professionnellement, en oublier l'aspect du bien-être, de sa santé mentale, de sa santé physique.
Ou inversement, un autre extrême que l'on peut observer, et peut-être même un peu davantage dans la communauté qui se veut de plus en plus spirituelle, on va être davantage focalisé sur soi, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ma réalisation personnelle, mon émotionnel, ma santé mentale, ma libération émotionnelle, etc., à en oublier l'importance de sa réalisation professionnelle et de sa prospérité, son abondance financière. Donc c'est intéressant de ramener ces deux piliers-là, parce que je pense qu'ils sont capitaux dans notre bien-être, dans notre équilibre. Puisque cette notion d'équilibre va être au centre de notre discussion aujourd'hui. C'est une des premières choses que j'ai apprises lors de mon voyage en arrivant à Bali, en me rapprochant de l'hindouisme balinais, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, à différencier de l'hindouisme pur qu'on va retrouver en Inde. L'hindouisme balinais est influencé par l'hindouisme d'Inde, mais également par le bouddhisme et l'animisme, qui est davantage croire en les esprits de la nature, en la puissance de la nature. Donc ce mélange-là est intéressant et ils ont toute une philosophie, toute une approche derrière. Et entre autres, l'une des notions les plus capitales pour l'hindouisme balinais, c'est de trouver son équilibre, balance en anglais. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette idée de balance. Si on imagine cette balance en tant qu'objet, on va bien voir que la balance est en déséquilibre pour trouver l'équilibre. Et je pense qu'on peut garder cette image à l'esprit d'être en tant qu'être humain, en tant qu'individu évoluant dans la vie serait peut-être la recherche d'équilibre dans un constant déséquilibre. Et l'être humain serait alors un peu comme un funambule sur un fil et il doit constamment chercher à rééquilibrer sa vie face aux challenges, face aux rencontres, face aux expériences, puisque la vie veut nous amener à grandir, veut nous amener à déployer notre plein potentiel, mais pour cela, parfois, elle nous amène dans l'adversité. Et que faire dans ces moments d'adversité? Il peut y avoir un premier élan qui est de lutter et de combattre, mais je pense que lorsqu'on rentre en combat, lorsqu'on rentre en lutte, c'est certainement là qu'on va accentuer le déséquilibre. Et c'est peut-être intéressant d'être davantage dans cette idée go with the flow, d'aller avec le courant de la vie, d'aller avec la vie et non pas contre la vie pour essayer de trouver cet équilibre, même si il est à trouver dans ce constant déséquilibre. Donc ça va être un vrai challenge de toute une vie, on est d'accord, ça va pas être simple, surtout si on prend en considération cette notion de physique, d'émotionnel, de mental et d'énergétique. C'est une globalité. Et pour venir à comment est-ce qu'on fait pour trouver son équilibre, quel serait le grand secret? Je dirais que il n'y a pas une seule réponse. Et en partant en Asie, je pense que naïvement, je pensais trouver de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts, évoluer dans d'autres contextes qui allait enrichir ma vision et me donner des outils un peu tout faits, des savoir-être et des savoir-faire tout faits. Et au final, je reviens après 2 ans en me disant que c'est un chemin personnel et que chacun doit trouver sa propre voie vers la santé pour maintenir la santé. Ce serait peut-être davantage la terminologie de maintien de la santé, puisque je suis personnellement convaincue que notre état naturel est la santé, mais dans cette idée de constant déséquilibre, parfois on va rencontrer la maladie. Et la langue française pour cela est magnifique parce que si on écoute la formation de maladie, on peut entendre mal a dit. Et alors, la maladie ne devient plus le sujet de la problématique, mais plutôt un messager. Et c'est intéressant de développer cette communication avec tout malaise, maladie, blessure. Tout ce qui va toucher le corps physique va peut-être être un message en amont d'un dérèglement sur le plan mental ou sur le plan émotionnel. Et donc, ne plus chercher à lutter contre la maladie, aller un certain temps avec la maladie pour pouvoir découvrir quel est le message, qu'est-ce que j'ai à apprendre et à découvrir sur moi-même à cet instant-là. Et le piège qui pourrait se passer, c'est aussi de s'identifier à la maladie. Donc, je parle de message.
et de messager. Le messager sera la maladie. Le message est derrière la maladie. Et lorsqu'on s'identifie au messager, lorsqu'on s'identifie à la maladie, on va avoir beaucoup plus de mal à relâcher le message. Donc, lorsque la maladie vient dans notre vie nous montrer un déséquilibre, écoutons le message, mais détachons-nous du messager pour pouvoir retrouver notre état naturel qui est la santé. Et donc, dans cette vision, on reprend contact avec soi, on rentre intuitivement en contact avec ce qu'il se passe, et ça demande d'être davantage dans la conscience. Et je dirais même qu'on fait appel à du bon sens. Et donc, pour revenir à ce que je disais, la santé, je pense que avec tous les outils qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus accessibles, avec Internet qui nous offre énormément de connaissances également, euh, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Et je pense que l'Asie m'a aussi appris à revenir à l'essentiel, revenir à quelque chose de plus simple, revenir à quelque chose de plus intuitif, de reconnecter avec la nature aussi qui détient déjà énormément de remèdes, ne serait-ce que par l'alimentation. Qu'est-ce que je mets dans mon corps? De quelle manière est-ce que je me nourris? De quelle manière est-ce que je prends soin de moi? Et de quelle manière est-ce que je nourris mon esprit? De quelle manière est-ce que je nourris mes émotions au travers de mes connexions, de mes interactions également. Pour en venir à ces 8 piliers, euh, je me suis vraiment inspirée de la médecine ayurvédique. Donc déjà, pour revenir sur l'histoire de l'Ayurveda, ça prend racine donc en Inde il y a plus de 3000 ans. Et aujourd'hui, la médecine ayurvédique, elle s'intègre parfaitement, même dans notre rythme de vie au XXIe siècle, même en tant qu'occidentaux. Et je trouve fabuleux que 3000 ans en arrière, on ait déjà les connaissances et les savoirs. Malheureusement, dans notre société, on ne nous apprend pas à prendre soin de notre santé, de notre capital santé, puisque finalement, notre capital santé nous a été donné à la naissance, il nous a été offert sans rien attendre en retour. Et nous, en manque de gratitude et de reconnaissance, nous ne reconnaissons même pas quotidiennement la chance d'être en vie, la chance d'avoir ce capital santé. Et ensuite, il est de notre responsabilité d'en prendre soin. Donc, on vient aussi à l'idée de redevenir responsable de sa propre santé et de ne pas être dépendant d'un système médical, puisque malheureusement, lorsqu'on remet notre santé entre les mains de professionnels, alors ils sont spécialistes et comme je le disais, on n'a pas été formé, donc dans certains moments de notre vie, dans certaines situations, bien sûr que nous avons besoin du soutien des professionnels. Mais dans notre configuration aussi occidentale, c'est très sédentarisé, c'est très sectarisé, pardon, par secteur. Donc, quand on va avoir un dérèglement, par exemple psychologique, on va se tourner vers un psychothérapeute. Lorsque ça va être davantage physique, on va aller vers la radio, la kiné, la médecine généraliste ou peu importe quel exemple. On va faire appel à certains professionnels spécifiques et c'est là la beauté aussi de l'évolution de la médecine moderne, c'est qu'on va de plus en plus se spécialiser. Et en même temps, dans cette approche holistique, c'est aussi intéressant parfois de faire appel à une vision plus globale et d'éventuellement faire des connexions temporelles avec notre histoire personnelle, ce qui vient de se passer, ce qu'on est en train d'expérimenter, de quelle manière est-ce qu'on est en train de se nourrir, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la famille, peut-être qu'il y a un conflit qui va faire que toutes ces petites choses, finalement, elles sont interconnectées parce qu'on est dans un système, et là je parle du système en tant que corps humain, le corps humain en tant que système va avoir des connexions, des interconnexions qu'il faut prendre en considération. Et cette approche holistique, elle nous permet d'avoir cette vision beaucoup plus globale et redevenons conscients et responsables en prenant soin de notre santé et n'attendons pas finalement de tomber malade, d'être blessé, d'avoir un accident pour pouvoir reconnaître ce précieux cadeau qui nous échappe. Et
je pense que avec des petites choses simples au quotidien, tout à chacun a la possibilité de préserver ce capital santé en parlant davantage de préservation, de prévention par une rigueur et une forme de routine qui est d'ailleurs le premier point que l'Ayurveda invite à, à mettre en place, c'est d'avoir une routine saine. Encore une fois, je reviens sur l'Ayurveda, donc Ayur qui est la vie, Veda qui est la connaissance. Et l'Ayurveda va catégoriser trois profils, trois doshas, qui vont être Vita, Vata, Pitta et Kapha. Et ça va vous donner des informations sur votre constitution, sur votre personnalité, sur votre corps physique, sur votre métabolisme, sur votre digestion, sur votre activité sportive recommandée. Et j'aime beaucoup cette approche parce que finalement, elle nous montre qu'il n'y a pas une seule solution, une seule pratique qui convienne à tout le monde et qu'il faut savoir s'adapter lorsqu'on est praticien, lorsqu'on est thérapeute à des profils au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des consultations. On ne va pas pouvoir utiliser le même protocole d'une personne à une autre. Et en tant qu'individu responsable de notre propre santé, c'est aussi identifier quel est mon profil, qu'est-ce qui me correspond ou pas. Je vous invite à regarder sur Internet si vous ne connaissez pas déjà l'approche ayurvédique et votre dosha. Vous pouvez facilement trouver des questionnaires en ligne et pouvoir en 15 minutes avoir le résultat de votre dosha. Et ensuite, regardez qu'est-ce qui est associé, qu'est-ce qui est recommandé pour votre constitution personnelle. Et ensuite, essayez. Essayez. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Donc, on ne va pas pouvoir prendre du tout cru. L'information va devoir être essayée. Et en tant que bon scientifique, je dirais, c'est observer après quelques temps d'essai. Est-ce que cela me correspond ou pas? Et si cela me correspond, je le valide et je le garde, je le conserve, je le pratique dans mon quotidien. Peut-être que d'ici quelques mois, quelques années, je vais être invitée à renouveler cette expérience pour choisir autre chose. Et si ça ne me convient pas, tout simplement, je le lâche dès le début et j'essaye autre chose. Lâcher quelque chose qu'on vient d'essayer, ça ne peut pas forcément dire revenir de là où on vient. Ça veut dire aller explorer l'ensemble du reste du champ des possibles qui est illimité finalement. Parce que notre cerveau va nous orienter vers ce que l'on connaît, mais il y a le reste du potentiel qui, lui, est beaucoup plus vaste que ce que l'on peut imaginer. Et quand je parlais d'essayer avant de valider, je dirais que c'est aussi transposable pour nos croyances, pour notre système de pensée. Une croyance, c'est tout simplement une pensée que l'on a validé comme acquis, comme valable, comme OK, ça match avec ma perception à ce moment-là, donc je la valide. Mais de la même manière, si mes croyances aujourd'hui deviennent limitantes dans ma vie, peut-être qu'elles m'ont servi un certain temps, mais aujourd'hui, pour pouvoir m'assurer un bien-être mental, peut-être que j'ai besoin de repenser mes pensées pour éviter de les penser par un pansement. Petit jeu de mots avec la langue française, encore une fois, que j'aime beaucoup, qui nous délivre énormément de messages. Et repenser ses pensées, c'est tout simplement ouvrir son esprit au reste du monde, au travers d'interactions, au travers d'apprentissage, au travers de recherches, au travers d'exploration. Et surtout d'expérience. Une fois que j'essaye de fonctionner avec cette pensée, si elle me convient, eh bien, je peux en faire une croyance. Et ne pas hésiter à remettre tout cela en perspective, puisque la vie, c'est aussi mouvement. La vie est un continuel mouvement et on va, encore une fois, être invité à aller avec le mouvement de la vie. Plus on lutte, plus on met de résistance au changement, et plus on va certainement créer du stress également. Et là, on est dans la définition même du déséquilibre de ce système. Si je reparle à nouveau du corps de l'être humain comme étant un système, on va avoir besoin de chercher à maintenir cet équilibre. Et dès qu'il y a un petit déséquilibre, ça va créer un stress dans le système, une tension, et il va falloir trouver le moyen de rééquilibrer. Et là, pour rééquilibrer, on va pouvoir parler de polarité plus-moins.
ou de polarité féminine, masculine si on a envie, de yin, de yang, selon la situation. Parfois, il va falloir ramener un peu plus de douceur, par exemple, si on est beaucoup trop dans notre élan de productivité et qu'on en oublie le repos, il va falloir se reconnecter à cette énergie beaucoup plus douce pour pouvoir calmer, pour pouvoir se régénérer et ensuite pouvoir partir de nouveau dans une belle énergie. Et de la même manière, quand je disais plus-moins, les polarités pour retrouver l'équilibre, si je parle d'un rééquilibrage alimentaire, il y a deux visions. Parfois, vous allez à la rencontre d'un nutritionniste qui va revoir totalement votre programme alimentaire et qui va vous soustraire tout ce qui ne convient pas dans votre alimentation et qui va vous restreindre à limiter telle consommation de tel aliment pour le faire totalement disparaître de votre alimentation. Et là, si vous avez déjà vécu des régimes alimentaires dans ces circonstances-là, où on vous restreint et on vous interdit certains aliments, eh bien la plupart du temps, le système se retrouve en stress. Et donc, déséquilibré et donc pas forcément épanoui. Et le but, c'est de rester dans ce système harmonieux et équilibré. Quand je parle d'équilibre, je parle aussi de cette notion d'harmonie. Donc, ce que je recommande toujours lorsqu'on est dans une quête de rééquilibrage alimentaire, c'est de ne pas commencer tout de suite en soustrayant, mais plutôt en rajoutant des aliments qui sont bénéfiques pour notre santé pour pouvoir diminuer ensuite les aliments qui sont pas adaptés à notre hygiène de vie. Et dans ces cas-là, on crée moins de stress puisqu'on vient de rajouter plutôt que de soustraire. Et je généraliserai cela à toute recherche d'équilibre plutôt que de vous mettre dans la restriction et dans la soustraction. Je vous inviterai à essayer de rajouter petit à petit, progressivement, un pas après l'autre, un jour après l'autre, des petites choses. Et ça peut être, par exemple, en cas de stress, de pression mentale, rajouter 5 minutes de méditation par jour et pas forcément se mettre un programme zen avec des objectifs contraignants, mais commencer petit à petit. Et là, le système accueille beaucoup plus facilement la nouveauté que l'effet de privation qui va créer cette alerte-là, qui va créer le manque. Et dans ce manque, on crée un stress également. Et on ne cherche pas à créer le manque, on cherche à recréer l'équilibre. Donc on va pouvoir jouer avec ces plus et ces moins. Donc je vais venir sur ces 8 points. Comme je le disais, le premier point va être la routine quotidienne. Comme je le disais, pour installer une routine quotidienne, essayons plutôt de rajouter des petites choses et peut-être en décomposant la journée de 24 heures pour adapter, parce que mon but, c'est de vous donner des clés qui sont adaptables de manière simple à nos vies d'occidentaux, d'actifs, et en prenant en considération les différents domaines dans lesquels vous devez investir votre temps et votre énergie. Et l'idée, parce que la santé de base, c'est notre énergie vitale, comme on disait, c'est ce capital qui nous a été donné. Dans la philosophie yoga, on va parler de la Kundalini, de cette énergie vitale qui est symbolisée, peut-être vous l'aurez déjà vu, par deux serpents qui remontent le long de la colonne vertébrale au travers des chakras pour venir offrir l'expansion de conscience, l'ouverture au niveau du chakra couronne et cette connexion entre l'aspect très ancré, très matériel de notre existence en tant qu'individu, en tant qu'être humain, et aussi la connexion au tout, à cette dimension beaucoup plus spirituelle, et encore une fois, spirit qui vient du souffle, qui vient du souffle de la vie, donc se reconnecter à la vie, à cette dimension illimitée, immatérielle peut-être, quelque chose de plus grand que soi. Et donc, cette énergie vitale qui est symbolisée par ces deux serpents, elle prend en considération l'énergie yin, l'énergie féminine et l'énergie yang, l'énergie masculine. Et l'idée, c'est d'alchimiser et de faire remonter ces énergies de manière équilibrée et harmonieuse dans notre système pour trouver notre propre équilibre intérieur. Puisqu'à nouveau, cette énergie yin et yang, je ne m'adresse pas aux femmes avec l'énergie yin et aux hommes avec l'énergie yang. Je parle de ces énergies intérieures qui nous concernent tous et que nous portons tous en nous indifféremment d'être un homme ou une femme. Et donc, c'est cette idée de prendre soin de notre énergie vitale pour pouvoir avoir
assez d'énergie pour pouvoir nous mettre en mouvement, pour pouvoir nous mettre en action, pour pouvoir avancer jour après jour dans notre vie. Parce que avoir énormément de projets et de grands rêves, prenons ceci en exemple, sans énergie, on ne peut rien faire. Sans la santé non plus. Ici, vous qui me rejoignez et au fur et à mesure, bienvenue à vous. Peu importe notre situation professionnelle, notre position sociale, notre revenu, l'argent disponible sur nos comptes en banque, la chose qui nous met tous sur un pied d'égal, c'est bien notre capital santé. Et lorsque notre capital santé est arrivé à zéro, il ne se régénère pas. Alors qu'on peut faire faillite et tout perdre du jour au lendemain, se retrouver sans domicile, on a l'espoir de pouvoir reconstruire. Mais la santé, elle, quand elle a été vidée au plus bas, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir la relancer et la régénérer. Donc, c'est prendre conscience de ça aujourd'hui et prendre la responsabilité, comme je le disais, d'en prendre soin. Donc, la première chose qu'on peut mettre en place, c'est une routine quotidienne qui nous parle de mettre en place dans la journée des temps de manière équilibrée pour soi, pour le travail, pour ses relations sociales, avoir un sommeil qui soit à heure plutôt fixe pour ne pas, là aussi, perturber le système. Si on décale nos heures de sommeil, on va avoir un premier stress, on va commencer la journée avec un premier besoin de réajuster par rapport à la veille. Et on a besoin d'enclencher un cycle pour que notre métabolisme ait de moins en moins de choses à gérer, à rééquilibrer. Parce que déjà, à l'extérieur de tout cela, il y a déjà des réajustements qui sont nécessaires et avec lesquels nous devons dealer au quotidien, ou je dirais plutôt à l'année. Le cycle des saisons, qui est très intéressant lorsqu'on observe les 4 saisons, on voit bien cette période de régénération au printemps, cette période de floraison et de pleine expansion en été, ce retour au calme et ce dépouillement, je dirais, avec l'automne et ce retour à soi vraiment intériorisé pour pouvoir faire le bilan éventuellement en période plus hivernale. Et les saisons vont avoir un impact sur notre métabolisme, les journées qui rallongent ou qui raccourcissent notre alimentation, nos besoins ne sont plus les mêmes. Et là, on en vient au deuxième pilier, l'alimentation, qui d'ailleurs, dans la médecine ayurvédique, ce point-là est appelé Ahara. Et donc A-H-A-R-A, le Hara, Ahara, H-A-R-A, c'est notre centre sacré, c'est notre feu intérieur. Donc on en revient à cette idée de cette vitalité. Donc la première chose aussi, c'est observer de quelle manière est-ce qu'on nourrit notre corps. Et quand je parle de l'alimentation, je parle du moment où on va choisir qu'est-ce qu'on met dans notre système jusqu'à la fin aussi le système de digestion qui va être très important aussi pour savoir justement si on utilise la juste énergie pour pouvoir digérer ou si on consomme des aliments qui ne nous sont pas adaptés à notre constitution personnelle et qui va demander encore plus d'énergie à notre métabolisme pour retrouver cet équilibre. Donc, jusqu'à même, je dirais, la digestion et la partie aux toilettes, où on va avoir également énormément d'informations sur notre niveau de santé. Donc, c'est vraiment revenir en contact avec soi et tester, encore une fois, qu'est-ce qui correspond à mon corps et m'adapter en fonction des saisons. Et cuisiner soi-même aussi va forcément avoir un autre impact avec l'intention, puisque lorsqu'on refait les choses en conscience pour notre santé, lorsqu'on reprend la responsabilité aussi de cuisiner de l'ensemble du processus de l'alimentation,
Alors, on met nos propres intentions. Est-ce que je me nourris parce qu'il faut que je me nourrisse ou est-ce que je me nourris parce que ça me fait plaisir et que je veux me faire du bien et que je veux m'offrir ce qui va me donner de l'énergie et qui va nourrir mon corps parce que j'ai envie de prendre soin de mon corps en tant que temple. C'est là que j'habite, c'est ma première maison. Et donc, se nourrir avec ce que l'on cuisine soi-même, choisir ses aliments de base qui sont bien sûr de préférence frais et de saison, encore une fois. Le troisième point qui va être important aussi, c'est le sommeil. Le sommeil qui va nous apporter justement assez d'énergie pour pouvoir nous régénérer. Donc, observez combien d'heures vous avez besoin pour dormir. Et quand vous vous levez le matin, quel est votre taux d'énergie? Est-ce que vous êtes plutôt un lève-tôt ou un lève-tard? Et être OK, se déculpabiliser si vous vous sentez plus confortable à vous lever à 9 heures plutôt que à 6 heures, c'est complètement OK. Et pour certains doshas, c'est préconisé de se lever plus tard dans la matinée, même si de manière générale, quelque chose qui revient quand même au travers des pratiques, que ce soit même, je dirais, j'ai les Mayas à l'esprit, donc on change de continent, mais dans l'approche hindoue également, la connexion au soleil qui fait que lorsque le soleil se lève, l'être humain serait invité à se lever aussi pour se connecter à ce cycle naturel et se coucher, ou du moins ralentir sa journée pour ralentir son système, pour se préparer à se coucher dans le temps de nuit qui est plus propice au repos. Bien sûr que ça ne nous exclut pas parfois d'avoir des soirées nocturnes, des sorties entre amis et d'apprécier des soirées beaucoup plus longues et de décaler son processus. Mais dans ces cas-là, il faut avoir en conscience que potentiellement notre système va être déréglé et plus on prend de l'âge, plus ça, plus ça nous impacte. Je vois la différence avec ma vingtaine déjà. Je sens l'effet sur mon corps humain, ce métabolisme-là qui a du mal à se réajuster lorsque je pousse un peu plus loin le moment d'aller me coucher. Donc c'est OK en fait, parce qu'il faut aussi apprécier sa vie, célébrer, s'offrir des activités, des divertissements. Et là, ça va nous nourrir différemment aussi. Je vais nourrir mon esprit, je vais nourrir mon cœur avec des activités qui me font plaisir. Et dans ce cas-là, on s'offre une autre énergie également. Mais juste être à l'écoute de son corps et peut-être ne pas être en culpabilité le lendemain si on a besoin de faire une grasse matinée, peut-être, par exemple. Et lorsque je parle de ces heures de sommeil, donc c'est aussi la durée de sommeil, de combien d'heures de sommeil vous avez besoin. C'est OK d'avoir besoin davantage d'heures de sommeil en hiver tout particulièrement, parce que si on observe les animaux, ils sont dans une période d'hibernation. Donc nous aussi, en fait, avant tout, nous sommes animaux et c'est revenir à cet état un peu sauvage et inné et instinctif de quoi est-ce que j'ai besoin et de quoi est-ce que j'ai envie. Si vous devriez garder quelque chose à l'esprit aujourd'hui de ce webinaire, j'ai pas envie de vous transmettre des réponses toutes faites, encore une fois. C'est plus de vous mettre dans un état d'esprit et dans un état d'être qui serait plutôt de se re-questionner sur qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin. Se reconnecter à ses besoins. Et encore une fois, ça se localise dans le hara, qui est le deuxième chakra, le chakra sacré en dessous du nombril, qui est vraiment l'espace aussi de nos projets, de nos désirs, de nos besoins. Et donc, quand je me nourris et que j'amène des aliments ici, c'est aussi de quelle manière est-ce que je nourris mes projets, mes désirs, mes rêves, est-ce que j'en prends soin? Quatrième point, et là, c'est parfois là où on a envie d'abandonner lorsqu'on met en place de nouvelles routines, et pourtant c'est un point capital pour s'offrir la santé sur le long terme, c'est la discipline. La discipline, ce n'est pas en l'an 2025, je commence à prendre soin de moi, je me refais une santé et je repars dans des extrêmes en l'an 2026. C'est s'offrir une santé qui soit sur la durée parce que on prend conscience que ce capital, il a besoin de se régénérer constamment et que de la même manière que n'importe quel
contenant le contenu qui s'épuise petit à petit. Si j'en ai plus, je vais simplement être vide de mon énergie et donc je rajoute progressivement pour m'assurer de ne manquer de rien et de pouvoir faire fonctionner mon système de manière globale. Mais avec cette discipline, il y a aussi la modération. Parce que lorsque, voilà, je reprends l'exemple du régime alimentaire, quand on a envie de rééquilibrer quelque chose dans sa vie, parfois on peut tomber dans des extrêmes, ou alors on va se mettre au sport et on va être fanat de sport et on va en arriver à aller 6 fois par semaine à la salle de musculation avec des entraînements très intenses. Mais notre corps va certainement nous stopper à un moment donné avec une blessure ou une fatigue extrême ou une perte de poids qui fera que même si on va à la musculation, il n'y a plus de résultats, tout simplement parce que le corps, il a aussi besoin de modération et de régénération, il a besoin de ce temps de repos. Donc c'est trouver l'énergie juste finalement et voir la vie davantage comme étant un marathon, donc tenir sur la distance plutôt que de chercher à faire un sprint, à être le premier sur la ligne de départ. Et puis finalement, on n'arrivera peut-être pas en fin de course parce qu'on se sera épuisé entre-temps et donc voir davantage chaque jour comme étant une contribution, l'effet davantage colibri de la petite action qui va avoir un impact par l'effet cumulé sur la durée puisque finalement, c'est cela qu'on veut. On veut atteindre une santé optimale le plus longtemps possible, dans la longévité. Je ne pense pas qu'il y ait de recettes magiques pour vivre jusqu'à 300 ans. Et pour autant, si on prend soin de ce capital santé, on pourrait peut-être être surpris de facilement dépasser les 100 ans et d'être en pleine santé, d'avoir toute sa tête, d'avoir toute sa motricité et c'est simplement par des petites choses au quotidien que ça peut changer la donne. Et surtout en m'adressant à une jeune communauté, je pense que c'est maintenant, c'est de notre responsabilité maintenant de prendre soin de notre santé pour préserver ce capital-là et aussi pour pouvoir transmettre aux générations futures l'exemple, parce que si on ne nous apprend pas à l'école à prendre soin de notre santé, c'est une responsabilité individuelle et je pense que il n'y a pas meilleur exemple que d'incarner soi-même son propre message. Et c'est à nous d'incarner la santé, d'incarner la stabilité, d'incarner l'équilibre, l'harmonie, la beauté, parce que pour moi, l'harmonie, ça signifie l'harmonie dans la nature. C'est cette beauté qui devient du coup naturelle, qui ne cherche pas à être refaite parce qu'elle est. Je pense que chaque être humain a sa beauté, a son charme, et lorsqu'on prend soin de soi, on prend soin de notre corps, on prend soin de nos cellules qui se régénèrent. Le métabolisme en lui-même, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait encore passer 1 heure de plus, mais le corps humain est en constante régénération, nos cellules se régénèrent constamment, le système tout entier, notre système respiratoire, le système sanguin, tout ceci est en constant mouvement et donc on a la possibilité par ce mouvement de maintenir la vie. Ce qui crée la mort, c'est lorsqu'on s'arrête, lorsque tout s'arrête, lorsque c'est figé, lorsque c'est la fin, encéphalogramme plat, ça veut dire que, il n'y a plus ce mouvement. Et lorsqu'on va avec le mouvement de la vie et qu'on en prend soin et qu'on rajoute du mouvement positif, je pense on conserve une bonne santé et on offre cette image d'harmonie qui va impacter les personnes autour de nous. Et on n'a même pas forcément besoin de chercher à délivrer le message au travers des mots. C'est plutôt show, don't tell. Montre-le et ne le dis pas, en fait. C'est le plus puissant des messages. Et si il y a bien une chose qui est capitale pour l'humanité, c'est bien d'être en bonne santé. Et peut-être qu'on est à une période de l'humanité qui nous présente de nouveaux déséquilibres. Et on sait bien que le seul impact qu'on peut avoir, c'est à échelle individuelle avant tout. C'est soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Mais encore une fois, sans énergie, on ne peut rien faire. Donc c'est prendre soin de sa propre énergie, prendre soin de son corps
de son esprit, pour avoir un corps sain dans un esprit sain qui évolue et qui peut du coup avoir un impact positif sur ce monde. Le cinquième point, donc on en vient à l'activité physique, donc dans ce mouvement, c'est conserver cette action pour entretenir son corps, pour avoir assez de force, pour avoir assez de motricité. Et là, je parle d'activité physique adaptée, adaptée à son âge, adaptée à la saison et aussi adapté à sa constitution. Pour certains profils, certains doshas, on va être davantage invité à être dans une activité douce, comme du yoga, du qigong, du tai chi, différentes pratiques qui soient plus douces. Et dans d'autres exemples, on va être dans d'autres doshas, pardon, on va être davantage dans une quête, un besoin d'activité très intense et donc d'être davantage dans du heat avec de la haute intensité, des séances plus longues. Et là, on va pas être d'ailleurs sur les mêmes moments de la journée non plus. On va être plus en fin de journée pour pouvoir évacuer le reste de l'énergie. Mais au-delà de notre constitution personnelle, parfois, ça va être intéressant d'aller puiser dans la pratique d'un autre dosha, même si ce n'est pas notre constitution de base, pour pouvoir réveiller quelque chose que l'on n'aurait pas forcément. Par exemple, si je suis une constitution qui a besoin d'une pratique plus douce, eh bien, à certains moments, si j'ai besoin de me lancer dans des nouveaux projets et de réveiller en moi plus de euh, détermination, plus d'énergie pour aller de l'avant, pour mettre des actions en place, etc. Là, je vais peut-être être intéressée d'aller contacter le dosha plus combatif qui va du coup pouvoir se faire au travers de hits, de séances plus intenses. Donc, c'est vraiment explorer, essayer et ne pas s'arrêter aussi à sa constitution propre, mais aller explorer parfois l'opposé pour pouvoir rééquilibrer aussi, parce que lorsqu'on est trop à l'écoute de soi et que l'on rentre trop dans sa constitution personnelle, on risque d'en oublier l'autre partie et donc on va être de nouveau déséquilibré. Être à 100% dans ce qui nous correspond n'est pas forcément synonyme d'équilibre. Parfois, il va falloir sortir de sa zone de confort, de sa zone de génie, même, je dirais, parfois lorsque c'est ce qu'on a l'habitude de faire et c'est dans ça qu'on est performant, on va peut-être créer un surdosage de cette pratique-là et c'est intéressant d'aller du coup dans un dosha à l'opposé pour pouvoir réveiller une autre facette de notre personnalité puisque je suis convaincue qu'on est multipotentiel, multifacette et que cette sortie de zone de confort va venir réveiller en soi de nouveaux aspects et nous porter vers quelque chose d'encore plus global et une expansion personnelle. Le sixième point, c'est un mode de vie éthique. Et là, c'est très intéressant, du coup, de se questionner sur nos valeurs. Quelles sont mes valeurs? En quoi est-ce que je crois? Comme je le disais tout à l'heure, d'observer ses pensées et de redécomposer nos croyances, de se questionner. Finalement, nos croyances conditionnent notre perception de la réalité. En PNL, en programmation neurolinguistique, on parle de filtres de perception qui font que lorsque je vis une situation, admettons que je suis avec une amie à côté qui vit exactement la même situation au même moment que moi, nous pourrons être quasiment sûrs que nous n'expérimenterons pas la même chose et que nous ne raconterons pas la même histoire, tout simplement parce qu'on a chacune des filtres de perception différents. Et donc, ces filtres de perception, ils sont énormément influencés par nos croyances aussi, par ce que nous avons déjà vécu, et donc nous allons en faire une généralisation, ou alors par rapport à ce que nous avons déjà connu par le passé, nous allons faire une distorsion de cette réalité pour que ça continue à matcher avec l'histoire que je me raconte, parce que nous sommes aussi des êtres qui créons notre réalité en fonction de l'histoire que nous nous racontons, et on a besoin parfois de remettre un peu en question l'histoire que l'on se raconte pour être continuellement dans ce mouvement aussi, parce que si on se raconte toujours la même histoire et qu'il n'y a aucune quête d'évolution et de changement, dans ces cas-là, on se stagne, on se fige. Et donc là aussi, ce n'est pas de définition de santé, puisque du coup, on immobilise, il n'y a plus de mouvement, donc il n'y a plus ce constant déséquilibre qui va faire qu'on va pouvoir chercher cet équilibre. Si on perd
ce mouvement de déséquilibre, on se fige tout simplement. C'est rester ouvert à changer nos systèmes de croyances. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont très ancrées, qu'on a validées et qu'on validera peut-être pour le restant de notre vie, et c'est OK, comme le respect, comme la non-violence, des choses qui sont très importantes pour le bon fonctionnement de sa propre vie et le fonctionnement de la vie en communauté également. Mais peut-être certaines autres croyances qui conditionnent notre réalité aujourd'hui, qui peuvent être remises en question au travers de l'observation de nouvelles pensées, et donc élargir notre esprit pour pouvoir changer. Mais ceci doit rester éthique parce que cet équilibre-là dont je parle de sa santé personnelle, un individu qui se connecte à sa propre santé doit aussi prendre en considération que sa santé, son équilibre doit appartenir aussi, doit trouver sa place dans l'équilibre d'un système environnant. Et ça, c'est aussi Bali qui me l'a transmis. C'est cette idée fondamentale de trouver son équilibre personnel, mais ils ont tout un fonctionnement en fait en tant que balinés sur Bali, parce que si vous y avez déjà voyagé, vous serez d'accord pour dire que Bali est une terre qui est incomparable à aucun autre pays ailleurs dans le monde. Et ils ont vraiment leur façon de fonctionner. Il n'y a pas de SDF, par exemple, à Bali, parce qu'ils appartiennent à leur communauté et qu'ils se soutiennent les uns les autres. Parce que c'est important pour eux de trouver leur place dans le système, dans la communauté. Donc, garder à l'esprit aussi que trouver son propre équilibre permet de trouver aussi son équilibre dans l'environnement, dans la société dans laquelle nous évoluons, et que parfois pour rester en équilibre avec la société, on doit aussi remettre en question notre équilibre intérieur. Donc c'est un schéma complexe qui va donc nous occuper tout le restant de nos jours. J'essaye en 1 heure de vous transmettre des clés, mais vous l'aurez compris, il n'y a pas de recette magique, et c'est simplement le commencement de toute une pratique qui demande une conscience et une observation et un réajustement quotidien finalement. Le 7e point, il est en lien avec ce que je disais, justement, l'épanouissement social. Donc, c'est trouver sa place dans la société, mais c'est aussi avoir des relations sociales qui sont harmonieuses. C'est-à-dire que on va chercher à s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans le soutien, qui sont à l'écoute, qui sont dans la compassion, et on va se soutenir les uns les autres. Parfois, là encore, dans la communauté en essor spiritualité, parfois on entend ces relations, âme sœur, relations flammes jumelles, qui finalement mettent les personnes dans des situations de relations toxiques. Donc, on est d'accord, les relations humaines sont challengeantes. Pour moi, personnellement, c'est de cette manière que j'évolue le mieux, en me retrouvant face à quelqu'un qui me fait miroir, prendre cette conscience, cette responsabilité que si quelque chose me touche chez l'autre, que ce soit positif ou négatif, cela me renvoie quelque chose de moi-même. L'autre, c'est moi. Donc, c'est utiliser aussi les relations comme étant chemin d'évolution et de sagesse, de croissance, mais en aucun cas validé comme étant normal, comme étant équilibré, d'être dans un schéma de relation toxique. Et sous aucun couvert, je pense que nous ne devons accepter des relations qui ne nous poussent pas vers la meilleure version de nous-mêmes. Si c'est pour déséquilibrer mon système et pour me faire du mal au plus profond de moi, dans ces cas-là, il vaut mieux se détacher. Donc c'est aussi redevenir conscient de la responsabilité de choisir de qui est-ce que l'on s'entoure. Surtout, comme le dit l'adage, nous sommes la moyenne des 10 personnes qui nous entourent. Donc c'est choisir minutieusement de qui est-ce que je m'entoure pour devenir ou pour être celle ou celui que j'ai envie d'être au plus proche de
de mon équilibre, de mon bien-être personnel. Et toujours dans cet épanouissement social, on a aussi cette notion de communauté, d'appartenir à une communauté et d'avoir un impact positif, de s'entraider les uns les autres et d'être dans un soutien qui soit désintéressé. C'est ce qui apporte énormément de satisfaction personnelle d'être dans la contribution à l'autre, auprès de l'autre. Et je pense que c'est parfois ce qui nous manque lorsque nous nous sentons exclus, que lorsque nous nous sentons seuls, solitaires. C'est quelque chose qui vient profondément nous toucher et nous prendre aux tripes, tout simplement parce qu'on a vraiment besoin de se soutenir les uns les autres en tant qu'être humain. Et donc ça aussi, ça fait totalement partie de notre équilibre. Donc vraiment garder à l'esprit d'aller vers l'autre également et dans cette quête d'équilibre personnel, ne pas se couper du monde extérieur, ne pas se couper de l'autre, parce que l'autre va aussi m'aider à contribuer à mon équilibre intérieur, à mon équilibre personnel. Et finalement, le dernier point, donc c'est la réalisation professionnelle qui soit en accord avec ses valeurs profondes, pouvoir choisir du mieux que possible une voie professionnelle qui, là ici on parle du dharma, de trouver son chemin et de pouvoir se réaliser professionnellement en accord avec ce qui fait sens, donner du sens à sa vie, parce que notre activité professionnelle prend énormément de temps dans notre quotidien et à l'échelle de notre vie. Donc, c'est pouvoir aussi trouver quelque chose qui fait sens et être dans des actions qui contribuent aussi à notre prospérité, à notre abondance financière, puisque là aussi, ça va contribuer à notre équilibre, à notre harmonie. Et un être qui est totalement équilibré et harmonieux, il est abondant. Il est abondant également financièrement. Il n'a aucune limite dans sa réalisation aussi financière. Et quelqu'un qui a trouvé cet équilibre dans cette santé physique, émotionnelle, psychologique, mais qui n'a pas encore atteint cet équilibre financier, est sur la voie de l'équilibre global. Mais cet élément est aussi très important à garder à l'esprit, surtout. Encore une fois, si je prends l'exemple d'une communauté plus tournée vers le développement personnel, vers la spiritualité, parfois sur ce chemin-là, on en oublie cette réalisation très concrète, très matérielle, très ancrée, qui pourtant fait partie intégrante de notre équilibre. Voilà les 8 points pour vous les résumer. Donc, la routine quotidienne, donc choisir de quelle manière est-ce que vous pouvez intégrer au quotidien des choses qui font du bien à votre santé, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou énergétique, pour garder cette vitalité et nourrir au plus profond de vous ce spirit, ce souffle de vie. L'alimentation, donc adaptée. Vous pouvez regarder sur Internet la constitution de votre dosha avec un test d'Ayurveda, test ayurvédique, vous allez trouver ça très facilement. Troisième point, donc le sommeil, pouvoir essayer d'avoir un sommeil qui soit réparateur en choisissant des heures plutôt fixes de manière générale. Avoir une discipline et une modération, trouver le juste équilibre dans cette énergie entre l'action et le repos, avoir l'action juste, petit à petit, des petits efforts cumulés qui vont donner de grands résultats. L'activité physique adaptée, donc variée entre l'activité, l'intensité, la durée et le repos. Un mode de vie éthique, donc vous questionnez sur vos valeurs, sur vos croyances et observez vos pensées, puisque vos pensées qui deviennent validées deviennent vos croyances vont impacter votre réalité, votre perception de votre vie, donc éventuellement venir reconstruire ces croyances. L'épanouissement social, donc trouver sa place aussi au sein d'une communauté, au sein d'une société, au sein d'un écosystème plus grand que l'échelle de l'individu, pouvoir créer du lien fort et profond du cœur pour pouvoir se sentir accompli. Et finalement, la sphère, l'aspect financier pour s'offrir la prospérité et se réaliser personnellement avec son propre chemin, finalement, trouver sa propre voie. De quelle manière est-ce que je peux contribuer positivement dans ce monde en étant moi-même? Quelle est
mon cadeau personnel en tant qu'individu unique. Qu'est-ce que j'ai à offrir à ce monde qui va du coup créer mon abondance où ça nous revient forcément et donc on est dans une abondance dans toutes les directions. Et de ce phénomène d'abondance, je pense que là, on peut parler de cet équilibre-là où on a la santé, on a la régénération de notre corps, de nos cellules, la beauté qui y vient, paix mentale, l'apaisement émotionnel. Et là, on se reconnecte à l'amour, au moment présent, on savoure la vie et la santé va avec nous parce qu'on va avec la vie aussi. Et dans ce phénomène de gratitude, de reconnaître la valeur de la santé, eh bien, on s'offre une vie beaucoup plus harmonieuse et sur la durée. Voici ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste un moment avec vous pour qu'on puisse échanger. Vous avez la boîte de discussion si vous souhaitez écrire. Et puis, je vais y répondre petit à petit si vous voulez revenir sur un sujet en particulier. Et sachez que, au-delà de ces idées, parce que du coup, ça donne beaucoup d'informations que j'ai essayé de catégoriser en certains points. Pour autant, après, vous l'aurez bien compris, c'est une question d'action et d'incarner. Encore une fois, ce n'est pas le dire, c'est le montrer. Donc en le vivant, en l'expérimentant, en testant, en validant par soi-même. Et donc là, on en vient à la partie pratique après la partie théorique. Et donc si vous avez besoin de rééquilibrer, si vous avez identifié certains domaines que j'ai évoqués qui vous semblent un peu plus déséquilibrés, la semaine prochaine commencera lundi le 9 septembre, 2 semaines de programme Boost ta rentrée, je l'ai appelé, où pendant 2 semaines, on va justement traiter chaque bloc en prenant jour après jour un bloc en particulier pour l'intégrer dans sa vie. Donc, on va commencer avec mettre en place une routine saine où tous les matins, on se retrouvera à 7h30 en direct pour faire une séance de yoga Kundalini ensemble, pour avoir justement cette énergie vitale qui soit boostée au maximum et qu'on puisse avoir l'énergie, le dynamisme pour pouvoir œuvrer dans nos projets, que ce soit au service de notre santé physique, de notre santé mentale ou dans la création, dans la manifestation d'un projet. Ensuite, chaque jour, on reverra les doshas. Vous pourrez voir votre constitution personnelle, adapter l'alimentation. On reviendra point par point pendant ces 15 jours de programme. Donc, ce sera en ligne. Je vous enverrai le lien à la suite du webinaire si vous êtes intéressé. Les inscriptions sont toujours ouvertes et on pourra être davantage dans la pratique ensemble après toutes ces notions un peu plus théoriques. Alors, petite interaction, c'était très intéressant d'avoir tous ces points. Ça fait une belle piqûre de rappel, merci. Avec joie, Hélène. Hélène que j'ai hâte de re-rencontrer à nouveau après notre première rencontre, notre immersion à Bali. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en France dans les prochaines semaines. Je regarde s'il y a d'autres messages. Ah oui, avec joie. Mais pour résumer aussi toutes ces informations, parce que ça paraît être beaucoup de choses, c'est vraiment vous reconnecter intuitivement, en fait, à la santé et garder à l'esprit que vous êtes venu sur Terre avec un capital santé et se questionner de quelle manière est-ce que je peux prendre soin de ma santé, de quelle manière est-ce que je peux maintenir cet état naturel, puisque finalement, il y aurait presque rien à faire si on ne luttait pas contre ces déséquilibres et qu'on avait cette facilité à aller avec le mouvement de la vie, finalement, on créerait certainement moins de stress dans notre métabolisme et on aurait moins de choses à mettre en place pour rééquilibrer ces extrêmes déséquilibres. Puisque de base, je schématise vraiment davantage comme un funambule qui est sur son fil et qui doit constamment chercher son équilibre. Et à certains moments, en fait, on tombe, on chavire et on tombe vraiment dans des manques, dans des
des dérèglements du système, qui soit nerveux, qui soit physique, qui soit émotionnel, peu importe. Euh, et c'est donc reprendre, c'est le dernier message que le Sri Lanka m'a laissé, c'est take it easy. Fais-le simple, prends ça simplement. Et on a tendance à se compliquer tellement la tâche. Et il y a quelque chose que je me rappelle très régulièrement quand je commence à être beaucoup trop dans ma tête et à me poser beaucoup trop de questions. Je me dis, mais fous-toi la paix. Ce mantra, fous-toi la paix. Parfois, c'est juste à propos de se foutre la paix. Je veux pas que vous reteniez de ce webinaire qu'il y ait une montagne de choses à faire. C'est revenir à l'essentiel de, OK, en fait, je suis responsable de ma santé, je vais en prendre soin par des petites actions qui vont être agréables à intégrer dans mon quotidien. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir une vie épanouie sur le long terme et faire ça avec joie et sans contrainte. Parce que si on rentre dans des changements de routine, mais avec un goût amer, ça veut certainement dire qu'on n'est pas en train de pratiquer quelque chose qui nous correspond à nous. Ça doit se faire avec de la joie. Donc, on peut se mettre un coup de boost pendant quelques jours, essayer de persévérer. Et ensuite, si ça ne vous correspond pas, tout simplement, essayer autre chose. Mais ces points essentiels et ces quatre corps, de vraiment garder à l'esprit de prendre soin de son corps physique, l'activité sportive, l'alimentation, ce sont des choses basiques. Respirer aussi, qui est encore plus basique, mais qu'on entend beaucoup moins. L'aspect mental, de penser positif, de refiltrer ses croyances lorsqu'elles ne sont plus bénéfiques, d'épurer nos relations sociales lorsqu'elles sont plus toxiques que invitantes à la croissance. Et l'aspect émotionnel, d'être en douceur avec soi, d'accueillir ses émotions également, qui est tout un sujet parce qu'on ne nous apprend pas forcément à écouter nos émotions, à les autoriser à être. Et là, c'est s'autoriser à vivre son émotion et être OK tout simplement parce que émotion, emotion, in motion, en mouvement. Donc, si j'accueille cette émotion comme étant elle aussi quelque chose qui me traverse, comme étant quelque chose en mouvement, je l'accueille, je la reconnais, je l'écoute et ensuite je la libère. Je l'exprime, je la rends et je peux la libérer au travers de l'expression orale, au travers de l'écriture, au travers d'une activité sportive, au travers de l'art également, de la danse, du chant, peu importe. Mais c'est vraiment s'autoriser à reconnecter avec ses émotions. Et quelques heures avant de lancer le webinaire, j'écoutais une vidéo qui parlait de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est en train de se développer dans le monde et que pour certaines raisons valables, on pourrait en avoir peur. De se dire, mais l'intelligence artificielle va dépasser l'humain. Mais qu'est-ce qui nous différencie de cette intelligence artificielle qui peut même en arriver à offrir la beauté, la perfection? Mais dans mon discours, la perfection, du coup, serait dans l'imperfection, puisque ce serait l'équilibre au centre du déséquilibre. Donc, c'est aussi redealer, redialoguer avec la notion de perfection. Qu'est-ce que la perfection pour vous, pour moi? Forcément différent. Ça va forcément être une autre définition rattachée à l'harmonie. Qu'est-ce qui fait que pour vous, votre vie serait harmonieuse et équilibrée? C'est aussi aller définir ceci pour trouver l'intention de qu'est-ce qui est à réajuster. Et, euh, et donc, cette intelligence artificielle pourrait nous inquiéter. Mais au final, l'intelligence artificielle ne développera pas l'émotionnel. Qu'est-ce qui nous rend humains? C'est justement de ressentir au travers de nos cinq sens, de ressentir nos émotions, d'aimer, de pouvoir ressentir, recevoir, donner, transmettre de l'amour. Et ça, c'est sur cela, je pense, que l'on doit axer surtout notre vie également. C'est aussi vraiment se mettre dans cet état je suis ici en quête de me sentir dans l'amour chaque jour, dans l'amour de moi, dans l'amour avec mon environnement, dans l'amour de ce que je fais, dans l'amour de ce que j'ai. Et donc, l'amour de ce que j'ai, c'est aussi, première chose, l'amour de ma santé, l'amour de tout ce que je possède pour pouvoir en prendre soin et pouvoir reconnaître la valeur de tout ceci.
si vous avez d'autres questions. Donc pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui veulent faire l'expérience, avec moi pendant ces 15 jours, j'enverrai un petit mail, juste après avec le lien de la rediffusion de ce webinaire. Initialement, j'avais parlé de le laisser 24 heures. Peut-être qu'il sera disponible un peu plus longtemps. N'hésitez pas. Si vous avez des amis, de la famille autour de vous qui pourraient être intéressés par tout ce qu'on a abordé, c'est aussi ça, contribuer à la communauté, c'est pouvoir soutenir de manière désintéressée les proches qui nous entourent et partager un webinaire, le lien d'un replay, ça coûte rien à personne et ça peut peut-être permettre à certaines personnes de votre entourage de recevoir quelques clés pour pouvoir elles aussi accéder à davantage d'harmonie dans leur vie, savoir du moins comment imager tout ce système-là d'une santé que pour moi me semble être la voie de la santé optimale. Donc n'hésitez pas, l'email que je vous transférerai à faire circuler si vous le souhaitez, si vous avez des noms, des visages, en tête. Coucou, contente de t'entendre et d'avoir tous ces points qui sont tellement essentiels et précieux. C'est souvent dans des moments difficiles d'expérimentation que l'on en prend pleine conscience et nécessité pour être. Merci beaucoup pour tes mots. Sont justes et doux. Sans amour, nous ne sommes il est naissance de vie et beauté. Oui, merci pour ce message. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vous souhaite une très très belle journée sur ces derniers mots. Une journée ensoleillée par ici et au plaisir de vous retrouver pour peut-être un prochain webinaire sur un autre sujet. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.